presque sous la forme d'un talisman que nous est présenté le premier objet de la salle Nuit imaginaire. Un petit ours en peluche, doux, chaleureux, apaisant, rassurant. Je pense qu'il faut voir cet ours comme une clé de lecture, parce qu'elle donne tout son sens, à mon avis, à la profondeur du monde qui nous attend dans la salle. Celui des jeux, des découvertes, bien sûr, mais surtout celui des rêves, des peurs, des insécurités de la nuit noire et des frustrations de la nuit blanche. Pour un historien, l'histoire de l'imaginaire, c'est à la fois l'objet le plus passionnant, mais aussi sans doute le plus difficile à saisir. Comment pénétrer l'esprit des hommes et des femmes du passé? Comment reconstituer, puis surtout comprendre les racines de l'imagination? C'est un défi auquel l'historiographie s'intéresse depuis la naissance du métier d'historien au tournant du 19e siècle, et on cherche encore aujourd'hui, en s'appuyant sur l'anthropologie, sur la psychanalyse, à percer ce mystère de la conscience et de l'inconscience humaine. Quelle est la différence entre l'imagination et l'imaginaire? Pour ma part, je dirais que si l'imagination produit des mots, l'imaginaire fournit une structure, une syntaxe, une grammaire. L'imagination, c'est la dimension personnelle de notre créativité, construite par nos sensibilités et par nos intuitions, mais à partir d'une culture partagée. Cette culture partagée, elle a des frontières, la langue, la religion, l'éducation, mais elle est collective, et c'est ça l'imaginaire. L'imagination, c'est le mot, l'imaginaire, c'est le dictionnaire. Au Moyen-Âge, un bestiaire, c'est un catalogue de bêtes, d'animaux, de monstres. L'imaginaire, d'une certaine façon, c'est le catalogue de nos images, souvenirs ou fantasmés, à partir desquels notre imagination se construit. C'est justement ce que la chambre d'enfant de la nuit imaginaire nous propose. Derrière les jeux et les jouets se trouve la possibilité de nos cauchemars. Parce que la nuit, nuit. La nuit est nuisance. Depuis au moins 5 ou 6 siècles, et avec une certaine unité pour l'Occident chrétien, fantômes, démons et sorcières traversent l'obscurité des villes et des campagnes. Au XVIe et XVIIe siècle, le discours qui domine, celui de l'Église, mais aussi celui des gouvernements, le discours qui domine donc renforce le côté maléfique du temps nocturne. Avec les traités de démonologie au XVe et XVIe siècle, puis le développement de la chasse aux sorcières jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Satan n'est plus seulement l'ennemi de l'Église, il devient le maître d'une secte organisée. L'inverse exact du gouvernement civil dont rêvaient les grands théoriciens de la monarchie absolue, comme Jean Bodin. C'est que le mal doit s'expliquer. Et c'est au nom d'une lecture raisonnée des angoisses du temps que les bûchers vont s'enflammer. Donc, qui d'autres peuvent être responsables des maladies, des mauvaises récoltes, des femmes infertiles, des hommes impuissants? Ajoutons la misogynie encore plus marquée des élites politiques et intellectuelles. Ajoutons encore l'angoisse de fin du monde avec Luther et la fin de l'unité chrétienne. Les sorcières, c'est une réponse à l'incompréhensible. La chasse aux sorcières se veut rationnelle. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en Europe, la torture est considérée comme un instrument de la raison, parce que l'aveu, c'est la reine des preuves. Avant Dracula, Nosferatu et tous les romans et les films d'horreur qui traversent les XXe et XXIe siècles, les vampires avaient déjà fait les manchettes à la fin du XVIIe siècle dans certaines gazettes nationales et internationales européennes. Des traités consacrés à l'existence des vampires sont publiés dans les décennies qui suivront, 1710-1720, parce qu'on s'interroge sur 2 grandes angoisses de l'époque. La peur d'être enterré vivant, et donc l'inquiétude de la mort apparente, et les récits de cannibalisme que l'on reçoit, dit-on, des contrées d'Europe orientale. Le mort-vivant, donc, qui boit le sang. Et pour compléter ce panthéon des créatures de la nuit, ajoutons au XIXe siècle la popularité très mondaine, en Amérique comme en Europe, des séances de spiritisme, où l'on fait tourner et parler les tables. La photographie qui émerge alors vient fournir des témoignages de la présence des esprits, des revenants qui vivent parmi nous. Évidemment, les charlatans et les mythomanes ne sont jamais très loin, mais le surnaturel tient toujours à être appuyé par la science. La nuit est un envers, mais elle n'est pas un désordre, elle est un autre ordre. L'imaginaire de la sorcellerie, des vampires et des revenants est durable parce qu'il s'est construit depuis la Renaissance au moins sur une pensée raisonnée, si ce n'est rationnelle. Ce sont ces peurs bien réelles dont s'est appropriée la fiction, parce que l'imaginaire très ancien de nos angoisses en a facilité la lecture, en a favorisé la compréhension. Les plaisirs coupables des adultes est nourri par la terreur qu'on a éprouvée quand on était petit. La nuit imaginaire, c'est l'abandon du sens de l'impossible, pour le meilleur et pour le pire. Qu'on soit petit ou grand, on a toujours besoin, bien souvent, d'un complice pour nous accompagner dans nos rêves.